Une page d'histoire se tournera en France à l'issue de la Coupe du monde 2026 disputée en Amérique du Nord. Didier Deschamps a annoncé que ce sera sa dernière Coupe du monde en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Il a été l'un des plus grands artisans du foot français, alors qu'en 1998, il a remporté le premier titre de champion du monde en tant que joueur avec la France. Et 20 ans plus tard, il a mené l'équipe de France à une deuxième Coupe du monde en tant que sélectionneur. 4 ans plus tard, en 2022, l'équipe de France a malheureusement perdu en finale au penalty face à l'Argentine de Lionel Messi. Mais en 2026, qu'est-ce que ça dit pour les Bleus? Est-ce que c'est une équipe qui peut refaire l'exploit et une fois pour toutes passer le flambeau à Zinedine Zidane en tant que nouveau sélectionneur? On a eu quelques-unes de nos réponses lorsque Didier Deschamps, il y a environ 2-3 journées, a convoqué les 26 joueurs pour le mondial. Eh bien, basons-nous sur cette liste-là pour justement parler de cette équipe-là et faire la présentation de l'équipe de France. Débutons cette présentation de l'équipe de France en parlant de leur plus grande force, leur attaque. Didier Deschamps, depuis plusieurs années, joue dans un 4-2-3-1 et on lui a reproché, à l'Euro notamment, que l'équipe de France ne proposait pas assez de jeux dans le dernier tiers, que c'était une équipe qui ne prenait pas de risques, qui manquait de créativité. Eh bien, Didier Deschamps a répondu à tous ses détracteurs en convoquant 9 attaquants sur 26 joueurs pour le mondial 2026 et il peut compter sur les meilleurs joueurs au monde. Kylian Mbappé, qui présentement a 12 buts en Coupe du Monde, il n'est seulement qu'à 4 buts de battre le record de Miroslav Klose. Donc, clairement, il va réussir à battre ce record-là. Il est présentement le meilleur buteur en Champions League avec 15 buts. Ensuite, on a également Désiré Doué qui connaît toute une saison au PSG. Il se révèle à l'ensemble de la population foot. Il y a également Ousmane Dembélé, le maître du pressing. D'ailleurs, le dernier ballon d'or également l'année dernière. Un des joueurs qui ne cesse d'épater. On a ensuite Michael Olise qui réalise une saison tout feu, tout flamme avec le Bayern Munich. Il fait absolument ce qu'il veut sur son côté droit. C'est un magicien, le genre de joueur qui peut te faire changer un match en claquant des doigts. Et ensuite, eh bien, on n'a même pas parlé de joueurs comme Ryan Cherky, qui, avec Manchester City, est un maestro, fait tout sur le terrain, crée énormément de jeux et a ses moments de magie-là également. Bradley Barcola avec le PSG, le super sub idéal. Et pourquoi pas même Jean-Philippe Mateta, qui connaît une bonne saison également avec Crystal Palace. Il marque beaucoup de buts et il a un profil assez différent. On va en parler un peu plus tard. Eh bien, le problème de Didier Deschamps, qui est un très beau problème à avoir, clairement. Mais comment est-ce que tous ces joueurs-là vont rentrer dans le dispositif qui est un 4-2-3-1? Lorsqu'on regarde ça, on se dit, bon, Mbappé à gauche, malgré qu'il a souvent été utilisé en tant qu'attaquant de pointe, eh bien, selon moi, la forme actuelle de Ousmane Dembélé ne donne pas le choix à Didier Deschamps. Mbappé débute attaquant gauche, Dembélé en pointe. Ensuite, en milieu offensif, tu peux mettre Désiré Doué ou Cherki. Et à droite, tu peux mettre Olysée. Et tous ces joueurs-là peuvent s'interchanger. Et selon l'adversaire également, ils peuvent bouger et changer de position. C'est incroyable de voir cette attaque-là que Deschamps peut aligner. Et sur le banc, il peut faire rentrer plein de joueurs. J'ai mentionné Barcola qui, lorsque les défenseurs sont cramés, il peut rentrer dans le match et faire tout un job et mettre le ballon au fond du filet comme il l'a fait à de maintes reprises en Ligue des champions avec le PSG. Jean-Philippe Mateta également, un profil un peu à la Olivier Giroud, qui a été bien utile en 2018, un joueur qui joue pour ses coéquipiers, mais qui peut également finir devant le filet, même si Mateta n'a pas vraiment une excellente finition. Il a un bon jeu de tête, c'est un joueur physique qui défend bien également. On sait qu'Mbappé ne défend pas. On n'entrera pas là-dedans puisqu'il y a eu plusieurs controverses par rapport à Kylian Mbappé cette saison. Mais honnêtement, c'est très effrayant, cette attaque-là, que l'équipe de France peut aligner sur le terrain. Et encore là, on n'a pas parlé de Akilouche, Thuram également, qui, on l'a vu à l'Euro 2024, dans un système à un seul attaquant, c'est difficile pour lui puisque ben, à l'Inter, il joue aux côtés de Lautaro Martinez, ce qui lui enlève beaucoup de pression, mais lui permet également de faire des meilleurs appels de balles et de jouer dans un autre système de jeu. Alors, sérieusement, Didier Deschamps, il a tout pour réussir devant lui. Par contre, ben, il faut parler un peu de derrière les milieux de terrain. Seulement 5 milieux de terrain ont été appelés lorsqu'on regarde la liste.
Et là-dedans, eh bien, malheureusement, il n'y a pas de Eduardo Camavinga qui était là en 2022. Il a connu une saison assez difficile avec le Real. Il a perdu son statut autant en club qu'en équipe de France. Les 5 joueurs convoqués, c'est N'Golo Kanté qui fait son retour. Mon chouchou d'ailleurs, je suis content de le voir là. Il le mérite, ce joueur-là n'arrête pas de courir. Il a 3 poumons. Je dis ça à la blague, mais c'est un joueur que j'apprécie énormément. Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et Warren Zaïre-Emery, des joueurs qui présentement sont dans de super moments en club. Alors ça, c'est plaisant à voir pour Didier Deschamps qui amène ces joueurs-là. Mais là, on se pose la question, où est peut-être l'équilibre entre appeler 5 milieux et 9 attaquants? Eh bien, ce n'est pas un problème. Si certains peuvent penser que ça va être difficile pour l'équipe de France, que c'est une équipe trop offensive avec 4 joueurs qui sont en vocation offensive, Mbappé qui défend pas trop, eh bien, les 2 milieux de terrain qu'on va avoir du côté de la France, c'est 2 joueurs qui peuvent gratter énormément de ballons, courir beaucoup de kilomètres, qui vont parcourir beaucoup là, de kilomètres durant ce match-là. Et c'est des joueurs qui jouent pour l'équipe, des joueurs qui vont travailler dans l'ombre, mais qui vont faire énormément de bien à cette équipe-là. Et puis, Didier Deschamps l'a démontré également en 2018, il peut s'adapter, il peut changer son système de jeu, changer son animation offensive pour aller chercher des résultats. Il l'a démontré lorsque la France a gagné en 2018. Eh bien, il est capable de le faire. Alors, est-ce qu'il va pouvoir le refaire? C'est pas parce qu'il appelle 9 attaquants et que tu as certaines incertitudes, notamment derrière, peut-être. Konaté n'a pas connu sa meilleure saison. Au poste de défenseur gauche, qui est-ce que tu fais jouer? Il a des joueurs très polyvalents également qui peuvent jouer un peu partout. Alors, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, mais surtout, comment Deschamps va réussir à gérer ça, puisqu'il y a plusieurs joueurs qui s'attendent à obtenir de grosses minutes avec l'équipe de France, des joueurs qui ont un statut en club, mais qui devront jouer pour le collectif en équipe de France. Et Mbappé, entre moi et vous, en équipe de France, n'a pas connu ses meilleurs moments dans les temps qui courent. Et présentement, un joueur comme Ousmane Dembélé ou Michael Olise, ce sont 2 joueurs que tu aimerais bâtir autour d'eux. Mais est-ce que l'attitude de Mbappé va te permettre de faire ça si tu es Didier Deschamps? Bien hâte de voir. Bien hâte de voir et je lance ça comme ça. C'est peut-être un hot take, mais ce sera fort intéressant. Et continuons avec les 2 plus grandes forces de l'équipe de France. Et on parle même pas de. On parle, oui, de certains joueurs également, mais la profondeur des Bleus, c'est tout simplement incroyable. Ce sont tous des joueurs qui sont habitués également à avoir des minutes lorsque bon, le PSG rotationne et Barcola rentre dans un match au profit de Kvichuk Kvaratskhelia, il rentre dans le cours du match, il change l'allure du match. Donc ça, c'est des joueurs comme ça que tu peux avoir un super sub et dans des matchs importants, lorsque tu arrives en quart de finale, en demi-finale et peut-être même en finale, tu as besoin que la différence, elle vienne du banc et l'équipe de France peut se permettre ça. Tu regardes l'équipe A et l'équipe B, les 2 équipes, honnêtement, se rendent facilement en quart de finale. Et si on prend la moitié des joueurs, on les met dans l'équipe B et l'autre moitié font l'équipe A, on split les équipes, on met les bâtons au milieu, comme dans le temps. Tu regardes ça, tu te dis, c'est 2 équipes exceptionnelles. Ça, c'est un luxe qu'il a et qu'il peut se permettre. Et par la suite, ben, le format de la compétition, il avantage grandement la France. Bien, tu peux faire tourner lors du 2e match face à l'Irak. Donc, tu te prépares pour ton 3e match qui est face à la Norvège. On va d'ailleurs se le rappeler. La France est dans le pot de la mort avec le Sénégal, la Norvège et l'Irak. Alors, tu peux reposer certains joueurs pour avoir des jambes fraîches lorsque tu arrives en 16e de finale. Et rendu là, même le premier tour à élimination directe, tu peux reposer certains joueurs également. Ça va être une Coupe du Monde assez particulière. Plusieurs joueurs ont joué beaucoup de matchs durant le calendrier en club. Alors, est-ce que tu as besoin de faire attention à la santé de certains de tes cadres? Assurément, Didier Deschamps, il a tout devant lui pour aller chercher une 2e Coupe du Monde en tant que sélectionneur et une 3e pour lui. Et une fois pour toutes, passer le flambeau à Zinedine Zidane qui va prendre la relève là, selon certaines rumeurs. Le seul petit point d'interrogation que j'ai, c'est au niveau de la défense gauche. Donc, en tant que défenseur gauche, il y en a 2. Tu as Luka Digne qui joue avec Aston Villa, un bon joueur qui, bon, clairement, peut apporter de très bons centres. Il peut se projeter vers l'avant. Après, dans une équipe de France, est-ce que tu n'aurais pas préféré avoir un
Théo Hernandez qui est au sommet de sa forme. C'était le cas en 2018, c'était le cas également en 2022. Maintenant, eh bien, il est en Arabie Saoudite, c'est plus difficile pour lui. Est-ce que c'est vraiment le joueur que tu as besoin? Je pense qu'au niveau du défenseur latéral droit, tu as Malo Gusto, Jules Koundé, qui n'a pas vraiment de bons moments avec le Barcelone, Jules Koundé, mais Warren Zaïre-Emery peut venir compenser et jouer cette position-là. Bien hâte de voir. Il y a certains nouveaux visages également. Bryce Samba dans les filets. Tu as Rizière également, le gardien de but. Maxence Lacroix. Aussi devant Akilouche, on a parlé. Et puis, ce bon vieux Jean-Philippe Mateta. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous pensez de cette équipe de France. Pour moi, c'est une des favorites encore une fois. Est-ce qu'ils vont être capables d'aller chercher la victoire? Je me pose la question puisque j'ai peur que l'ego de Kylian Mbappé ruine tout encore une fois. Le premier mondial qu'il a remporté, il était très très jeune. Et depuis, eh bien, parmi toutes les équipes où il est passé, au PSG, ça a été difficile avec Luis Enrique. On a toute cette fameuse séquence-là où Enrique lui demande de presser et lui explique que presser au foot, t'as pas le choix de le faire. Puis clairement, c'est un besoin que tous les clubs ont. Au Real Madrid, tout semble s'effondrer autour de lui. Est-ce qu'en équipe de France, pour une fois, ça peut bien aller? Est-ce qu'il va être capable de se mettre au service de l'équipe tout en brillant? Parce que c'est un joueur qui peut briller, c'est la vedette de l'équipe, c'est la vedette de la Coupe du Monde également, l'un des meilleurs joueurs au monde, si ce n'est pas le meilleur. Il y a beaucoup de questions qui demeurent sans réponse, mais bref, les Bleus vont arriver là pour aller chercher assurément un troisième titre.